Deux autres sujets sur lesquels j'aimerais vous rendre attentifs. Parce que quand on parle de nos spiritualités, et quand on parle de nos conceptions, on en vient aussi à une cosmologie. Et on s'aperçoit que là aussi, nous avons des valeurs, à partir de notre citoyenneté, des valeurs partagées. Il faut vraiment prendre au sérieux l'un des grands défis de notre époque, qui est celui de l'environnement. Mais c'est ça un projet sur lequel on doit travailler ensemble. Dans notre façon de consommer, moi je suis énervé intérieurement, calme dans l'expression, mais énervé intérieurement. Quand je vois ce que les musulmans, par exemple par rapport au sens même de leur spiritualité, ont transformé en formalisme, dans cette espèce d'obsession de manger halal, de s'occuper de comment on tue l'animal, et pas de considérer la vie de l'animal, le fondement essentiel et éthique. C'est plus important de respecter l'animal vivant que d'être obsédé par la façon dont on le tue. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. On a dit, Bismillah, halal. L'environnement, le réchauffement de la planète, ce qu'on consomme. Là, dans quelques semaines, il y a le ramadan qui vient. C'est un mois où on mange moins. Tu parles, cause toujours. Ça devrait être un mois où on mange moins, où on mange mieux. Il faut une hygiène dans notre nourriture, il faut une hygiène par rapport à l'environnement. Et vous avez des gens dans ce pays qui font un travail extraordinaire, extraordinaire. Ils ne sont pas de tradition musulmane, mais ils tiennent un discours sur le plan des principes que nous partageons complètement. Où sommes-nous dans ce travail-là? Dans le respect de la planète, dans le respect de l'environnement. Pourquoi on n'est pas dans ce débat-là? Pourquoi chaque fois qu'on nous entend, c'est quand on parle de la laïcité, quand on parle de l'islam? Pourquoi on n'est pas dans ces sujets-là? Pourquoi on n'est pas là quand il s'agit de parler de justice sociale? Pourquoi on n'est pas là quand il s'agit de parler d'environnement? Pourquoi on n'est pas là quand il s'agit de parler d'égalité? Mais pourquoi? Quel est le problème? En fait, on a psychologiquement intégré le fait... Toi, tu parles que quand on parle d'islam. Je vous ai sans doute déjà raconté ceci, mais moi, ça m'est arrivé à moi dans une télévision. Un des animateurs, il me dit, Tariq Ramadan, je vais vous inviter dans une émission, on ne va pas parler d'islam. Et moi, j'étais content. On a parlé de l'aéroport de Nantes, on a parlé de l'environnement, on a parlé de tout ceci, et moi, j'étais content, on parlait de tout. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu après l'émission? Mais Tariq Ramadan, mais qu'est-ce que tu faisais dans cette émission? On n'a pas parlé d'islam. On a intégré, toi, tu ne parles, tu es un intellectuel musulman. En dehors de l'islam, tais-toi, ferme-la. Et nous, on intègre ça. Au point que vous, dans la société, vous êtes en train d'intégrer la même chose. On vous assigne au sujet. Vous êtes musulman, tu parles de ça. Mais non, il faut sortir, il faut parler de tous les autres sujets. C'est pour ça que je vous dis, moins parler d'islam, être présent sur tous les sujets. Et sur la question de l'environnement, c'est une question déterminante. Où êtes-vous, citoyens français, sur la question des migrants? Je suis européen comme vous. Bientôt, Inch'Allah, français. C'est sérieux cette affaire. Dites-moi. Ça fait honte, non? De voir comment on traite les migrants. Ça fait honte de voir ce qui s'est passé à Calais. Ça fait honte au bord de l'Europe de voir des rouleaux de fils de fer, de barbelés, pour que les gens n'entrent pas. Ça fait honte que la conscience occidentale se soit levée sur une photo d'un enfant mort sur une plage quand il y en a eu 2500 qui sont morts dans la mer et que c'est le plus grand cimetière marin. Vous n'avez pas honte? Alors après, on va dire, on va parler de l'islam et de la laïcité. Et c'est pas possible, ça. Pourquoi il n'y a pas de voix citoyenne qui viennent de toutes les traditions religieuses ou sans tradition religieuse, mais qui s'élèvent en disant, on ne peut pas... Le type qui était devant la caméra, il dit, mais attendez, nous, on a quitté les bombes, là. On est parti de Syrie, on n'est pas des chiens, on n'est pas des animaux, on veut survivre. Qu'il y en ait 6 millions dans un certain nombre de pays autour, la Turquie et d'autres, et nous, en Europe,
on chipote. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais c'est quoi le reste de la misère du monde? 500 personnes? 1000 personnes? Mais la dignité du peuple français, la dignité du peuple d'Europe, des peuples d'Europe, c'est quand même de se réveiller là-dessus. Et même pour ceux d'entre vous qui sont installés ici, au moins portez la mémoire du Sud, vous venez de quelque part quand même. Et vos parents sont venus s'installer, ils ont pu travailler, et là maintenant, j'y suis, j'y reste, j'ai mon salaire, on ne veut plus de migrants. Et si vous ne le dites pas, votre silence veut dire exactement ça. Tous ceux qui ne sont pas préoccupés par cette question, moi, ils me choquent. C'est choquant. C'est choquant de ne pas être préoccupé des migrations internes en Europe comme des migrations au bord de l'Europe. De ceux qui viennent de Syrie, d'Irak, mais même ceux qui viennent d'Afrique, même avant. Tous ceux qui sont morts, ceux qui sont en train de se mettre au niveau des roues d'un avion pour pouvoir quitter leur pays. On ne peut pas... Alors, vous voyez, cet engagement citoyen, ce n'est pas uniquement français, parmi les Français pour la France. C'est français, citoyen pour la dignité de l'être humain. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle les droits de l'homme, ça. Ça s'appelle les droits de l'homme. Et là, on est en train de faire du traitement d'animaux. Des animaux. Des animaux. Le type, il est là, il dit, les animaux, on les traite mieux que ça. Il a raison. Je pense qu'à partir d'un certain moment, tous ceux qui travaillent, moi je suis désolé, quand je vois toutes ces organisations d'hommes et de femmes, ils n'ont pas d'affiliation religieuse, mais quand on regarde, et puis qu'il y a des jeunes Français qui sont engagés, et puis quand on voit les jeunes Français de confession musulmane, ils ne sont pas là-dedans, mais évidemment on ne va pas y arriver à vivre ensemble si on n'est pas sur ces sujets-là. Et ça, c'est le premier cercle qui s'ouvre parce que ça vient à nous. Et puis maintenant, la question internationale. La question internationale, il faut aussi s'y engager dans une conscience citoyenne de sujet. Il faut interpeller ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'Arabie Saoudite et tout ça. C'est bien, c'est vrai, mais c'est pas tout. Dans ce qui se passe en Afrique, dans ce qui se passe en Asie, dans ce qui se passe dans les autres pays et de ce qui s'est passé en Syrie. Je veux dire, aujourd'hui, devant vos téléviseurs, vous avez quand même quand vous êtes dans le Sud, et moi j'ai beaucoup voyagé en Afrique et dans le Sud ces dernières années, ces derniers mois, la perception quand même, c'est que nos morts ne valent rien vis-à-vis des vôtres. Célébration internationale contre nos morts. Et puis à un moment donné, il faut se préoccuper de tout. Moi, ce que je veux, c'est une conscience nationale qui s'occupe de tous les opprimés de la Terre. Moi, par définition, je suis du côté de tous les opprimés. Donc quand je suis allé en Inde et que je suis allé rencontrer le Dalai Lama, j'étais du côté des Tibétains, comme je suis du côté des Palestiniens, parce que ce sont des peuples opprimés, c'est pas parce qu'ils sont majoritairement musulmans ou qu'ils sont... Non, opprimés. L'opprimé n'a pas de religion, il n'a pas de couleur, il n'a pas de statut autre que l'oppression, je suis de son côté. Le Dalai Lama et les Tibétains, j'étais de leur côté. Et quand la Chine m'a dit, Tariq Ramadan, vous n'êtes pas le bienvenu en Chine, j'ai dit, votre... Ah tiens, je n'avais pas remarqué que, Tariq Ramadan, vous n'êtes pas le bienvenu, Juppé, la Chine, même combat. Donc en l'occurrence, quand il me dit ça, c'était une fierté pour moi d'être reconnu dans ce statut. Les Tibétains, je vais être de leur côté. Quand on vient vers moi et qu'on me dit « Oui, vous êtes pro-palestinien parce que arabe et parce que musulman ». Mais non, parce que c'est indigne ce qui se passe en Palestine. C'est indigne que pendant 2 étés, 4 ans de suite, vous ayez 1400 civils morts et que le monde se taise. C'est indigne. Et que ceux que moi j'ai rencontrés, de ceux qui sont des groupements juifs engagés ici et qui sont du côté des opprimés, non, alors là on est dans l'alliance. T'es juif, je suis musulman, on est pour les opprimés, quel que soit celui qui opprime. Et si je dois me lever, et je me lève contre un gouvernement majoritairement musulman, comme c'est le cas de l'Arabie Saoudite, c'est au nom de la dignité qui me fait être un homme que je dirais à l'Arabie Saoudite, c'est honteux, et vous êtes des corrompus dans la façon dont vous gérez le pays et dont vous gérez les migrants. De la même façon que je peux être aujourd'hui responsable d'un centre au Qatar, et que je dis avec force, à partir du centre, et que je vous le dis ici en public, le traitement des travailleurs immigrés dans le pays n'est pas acceptable, c'est scandaleux, il faut le réformer. Mais ça, c'est la dignité qui doit être la nôtre. Où elle est notre voix? Où sommes-nous dans ce discours-là? D'être du côté... Mais encore une fois, c'est là où on est crédible, c'est là où on est cohérent. Donc vous voyez bien,
À un moment donné, certains d'entre vous, ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a de dangereux dans son discours à lui? Parce qu'il paraît que je suis dangereux. Vous arrêtez 30 secondes, vous applaudissez pas, et là vous avez très bien compris pourquoi c'était dangereux. Parce que c'est très clair. Parce qu'on ne lâchera rien. Parce qu'il faut être debout. Il faut dire et confronter les pouvoirs. Et il faut être engagé citoyen, il faut être des sujets, et il faut travailler ensemble. Ne jamais accepter le cloisonnement, refuser les peurs, établir la confiance, travailler ensemble. Et dire ce qui est la seule chose qui nous sauvera, c'est-à-dire la cohérence vis-à-vis de nos principes. C'est cela qui est attendu, et c'est cela à quoi nous devons nous engager. Ma conclusion, elle est de 3 points. Vous aurez compris avec tout ce que je viens de dire. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous, je vois des visages, il y en a qui n'étaient même pas nés quand j'ai commencé, il y en a qui sont là depuis une vingtaine d'années, je vois certains visages qui m'ont suivi depuis longtemps. Ce discours-là, il a toujours été le même et il est déterminé à dire une chose. La clé du vivre ensemble et de l'agir ensemble, c'est le refus catégorique et radical des gens autour de vous. Ils ne vous perçoivent comme une question à problème et vous vivez comme un apport et une contribution à l'apaisement. Et à des moments donnés, c'est dans la discussion ou c'est dans la présence. Donc voilà, je veux dire, c'est ça qu'il faut, et aujourd'hui, il faut qu'on soit comme ça au quotidien. Mais il ne faut pas être dans l'obsession, je veux qu'ils comprennent, je veux qu'ils m'acceptent, je veux qu'ils me voient. Non, parce que ça, c'est entretenir cette même tension, ça ne passera pas, et puis les gens ont peur. Donc comment est-ce que vous établissez la confiance avec vos concitoyens dans la discussion, dans la présence, dans la valeur ajoutée, je vais vous étonner, mais à un moment donné, même dans la question sociale, il y a le désintéressement, c'est-à-dire de prendre de la distance par rapport à ces crispations-là, de les dépasser. Quand les gens ont peur et qu'ils rencontrent quelqu'un qui est apaisé, c'est apaisant. Et c'est du non-verbal, c'est de l'interaction, Alors, ne réduisez pas ce que j'ai dit tout à l'heure au fait de sourire aux gens. Ça peut être ça. Mais des gens vous respectent aussi quand vous cessez de sourire. Dites non, 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 ça passe pas ça. Je suis pas d'accord. Respectez-vous, on vous respectera. Les bénis oui, ce sont ceux qui perdent tout. C'est pour ça que moi je dis, mais quand on vous présente un certain nombre de représentants, chaque fois qu'on leur dit quelque chose, oui, ils sont en train de prendre même notre religion, ils sont en train d'enlever tout ce qui gêne. Oui. Mais c'est se manquer de respect, ça. Donc à partir d'un certain moment, on ne veut pas voir ta couleur, on ne veut pas voir ton nom, on veut pas te voir, disparaître. Et toi, tu penses qu'en disparaissant, tu seras mieux accepté? Non, tu t'es juste humilié. C'est de l'auto-humiliation. Je pense que de ce point de vue-là, il faut s'assumer, il ne faut pas du tout être dans la confrontation, il faut être dans la... C'est important ce que je suis en train d'essayer de dire là, en termes humains, en termes psychologiques, en termes de soi à soi. C'est-à-dire de se poser la question, mais moi j'ai envie d'être qui dans cette société-là? Attends, c'est Mounir. Mais je suis sérieux, c'est Mounir. En fait, moi, je ne dis pas qu'on doute de moi. C'est que quand je discute, par exemple, on va douter, on va me dire, non mais Mounir, c'est pas toi le problème, mais les autres, mais c'est pas tes parents. Mais c'est très bien, c'est très bien. Du coup, moi j'ai toujours dit une chose, mais moi j'ai vécu, je faisais du foot professionnel un temps. Un temps, quand j'étais... Le temps est passé. Et moi j'avais beaucoup de joueurs qui disaient, mais toi, t'es bien. Mais les autres. Et puis à un moment donné, le toi t'es bien, mais les autres, il y a lui qui est toi, et dans la proximité, il y a de plus en plus de personnes, et ça change des mentalités. C'est là où il faut qu'on s'assume, et s'ils vous disent, toi t'es pas le problème, mais les autres, eh bien peu à peu, les choses changent. Mais la vérité, c'est que sur les 20 dernières années, ça a énormément changé. Pour beaucoup des jeunes, ils ne sont pas du tout dans les mêmes... tensions que leurs parents, parce qu'ils ont été avec vous à l'école, parce qu'ils font du sport, parce qu'ils sont sur... Ça change. Il faut simplement être patient et il faut avoir la vue longue. C'est l'interaction, c'est le fait d'être ensemble. Encore une fois, c'est pour ça que je dis qu'il faut être modeste. On ne va pas pouvoir tout changer. Mais dans son entourage, avec les gens qui sont autour, simplement s'assumer. Mais une chose, à mon sens qu'il ne faut pas faire,
c'est être moins soi en pensant qu'on sera mieux respecté par l'autre. Non, c'est rester soi et vivre le respect. C'est rester soi, s'assumer. Et assumer ses idées aussi. Assumer le fait que, assumer d'où on vient. Moi, je vois des gens, quand ils sont en public, ils n'osent même pas, ils ont envie presque qu'on oublie d'où ils viennent. Mais non, mais c'est extraordinaire pour un Français de venir d'Algérie, de venir du Mali, de venir de la Côte d'Ivoire, de venir du Maroc, de venir... Mais c'est très beau. Il n'y a que le borgne qui ne voit pas ça. Celui qui pense qu'il n'y a qu'un œil, tu dois être une chose. Quand on vient me dire, qu'est-ce que t'es? T'es suisse ou t'es musulman? Je suis suisse et je suis musulman et je suis égyptien et je suis européen. Je suis tout ça. Je suis une multiplicité d'horizons. Si toi tu as envie de te réduire, c'est que t'es borgne. Et voilà, c'est comme ça, je pense qu'il faut aussi pouvoir s'assumer avec cette dimension. Sur la question du dialogue, il est parti. J'avais demandé le dialogue interreligieux, vous êtes là. Au niveau français, il y a des espaces de dialogue interreligieux pratiquement à tous les niveaux. Au niveau local comme au niveau national, il y a des espaces interreligieux partout. Et ces dynamiques qui ont été mises sur place, vous parlez de Tarek Oubrou et d'autres, ils participent à ceci, comme d'autres participent à des rencontres partout, elles sont extrêmement importantes. Il faut les poursuivre au niveau local, au niveau régional comme au niveau national. Il faut un mouvement de dialogue interreligieux. Simplement, moi j'ai fait ça pendant 25 ans et je continue à le faire. Je reviens, là j'étais aux États-Unis, à Salt Lake City. On a eu le Parlement des religions du monde. C'était quelque chose d'énorme. Ça fait maintenant, c'est la 5e édition, c'est chaque 5 ans, ça veut dire 25 ans que je suis tout le temps allé à ces rencontres. Et puis j'ai travaillé sur le terrain, Genevois et tout ceci dans le dialogue interreligieux. Il y a 3 choses que j'aimerais dire là-dessus. Le dialogue interreligieux, aujourd'hui, partout où il se situe, doit intégrer les monothéismes, la tradition juive, chrétienne, musulmane, d'autres traditions spirituelles, hindoues, bouddhistes, parce qu'il y a beaucoup de bouddhistes, et j'y ajoute comme impératif les athées, les agnostiques. Ils doivent être partie prenante de ce dialogue-là, parce qu'ils sont producteurs de valeurs et d'éthique et de morale. Et je ne vois pas pourquoi on est simplement... Il faut de ce point de vue-là qu'on ouvre ce champ-là. Et moi, je le disais il y a une vingtaine d'années sur la plateforme interreligieuse de Genève dans laquelle j'étais impliqué. Deuxième élément, il faut que le dialogue interreligieux ne soit pas le cercle des convaincus. Dans le livre qui est sorti il y a 18 ans et qui s'appelait « Les musulmans d'Occident et l'avenir de l'islam », maintenant « Être occidental et musulman aujourd'hui », je parlais des conditions du dialogue interreligieux. Et je mettais un certain nombre de conditions, que je n'ai pas moi à lire votre texte à votre place, que je dois vous écouter, etc., etc. Il y a 4 conditions majeures. Mais une autre chose qui était importante pour moi, pendant 25 ans de ce dialogue interreligieux, vous passez et vous êtes dans votre ville et vous traversez. Moi, je suis allé dans 50 villes différentes, avoir des cercles interreligieux. Et le problème, c'est que ceux qui y sont, ils n'ont plus besoin de dialogue interreligieux. C'est devenu des spécialistes. Donc on s'écoute, on est sympa, c'est un dialogue interreligieux. Le problème, c'est que beaucoup de ces gens qui sont dans le dialogue interreligieux ne sont pas connectés à leur communauté. Donc ils ne rapportent pas la parole. On se parle entre nous, mais on ne rapporte pas aux gens. Donc en fait, on est un cercle de personnes qui se parlent, mais qui n'ont aucun lien avec le terrain. Donc le dialogue interreligieux, pour faire créer des cercles qui soient fermés et qui se congratulent les uns les autres en disant quand même c'est bien, ça ne suffit pas. Donc, il faut de ce point de vue-là ouvrir, avoir une mission qui touche la société. C'est-à-dire que, par exemple, comme cette rencontre-là, là, par exemple, quand on est... pourquoi est-ce que je fais là maintenant, je fais attention à ce que ces rencontres-là, elles puissent toucher? Parce qu'il y a des gens qui ne viendront pas dans cette salle, parce qu'ils ne vont même pas y être vus. Mais je sais qu'il y en a qui regardent ces rencontres sur Facebook, puis là, on a 120 000 personnes qui, avec vous, regardaient ce qui se passait ce soir. Pourquoi c'est important? Parce qu'on sort du clivage. On a une parole sociale, et il faut sortir le dialogue interreligieux du cercle des convaincus. Il faut le sortir du cercle des convaincus. Et le troisième élément pour le dialogue interreligieux, pour moi, il faut qu'on aille plus loin que le dialogue interreligieux. C'est comme vivre ensemble, il faut faire ensemble. Il faut que le dialogue interreligieux, ce soit faire ensemble.
faire ensemble, s'engager ensemble sur des projets. Moi, encore une fois, vous savez, je suis rentré dans le dialogue interreligieux par l'action. Je me suis retrouvé avec Don Helder Camara et les prêtres des théologiens de la Libération, et je les ai vus travailler sur le terrain. J'ai su ce que ça voulait dire que l'amour chrétien, par la façon dont ils étaient avec les pauvres. J'ai su ce que ça voulait dire Vous savez, j'ai vu des Tibétains qui étaient révoltés par le pacifisme du Dalai Lama, et j'ai vu ce que ça voulait dire, lui, dans sa philosophie. Qu'est-ce que ça veut dire que de refuser la violence ? Qu'est-ce que ça veut dire de dire non, il n'y aura pas de violence, on ne résistera pas à la violence chinoise par la violence, on ne le fera pas. Donc ça, c'est quand vous êtes sur le terrain, que vous faites avec eux. Ceux qui traversaient l'Himalaya et qu'on retrouvait à Bir, où je me suis retrouvé, ça, c'est des expériences. Vous voyez ce que je veux dire? Le dialogue interreligieux, c'est pas on se retrouve autour d'une table et on se fait des sourires et puis on se dit qu'on s'aime bien puis qu'on a des valeurs. Non, à un moment donné, c'est qu'est-ce que vous dites à vos communautés respectives? Et qu'est-ce que vous faites ensemble? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Quel type d'engagement on a dans la société? Il ne faut pas avoir peur de cette dimension-là. La laïcité, ce n'est pas la disparition du religieux. Et les religieux, et les religions, et les croyants, ils ont quelque chose à dire sur la société. On a quelque chose à dire sur les migrants, on a quelque chose à dire sur l'environnement. Pourquoi il n'y a pas une parole commune qui vient dire, attention, qu'est-ce qu'on fait avec les migrants? Pourquoi il n'y a pas une parole commune qui dit, qu'est-ce qu'on fait avec la nature? Pourquoi il n'y a pas une parole commune qui dit, qu'est-ce qu'on fait avec les animaux? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est faire ensemble. Moi j'ai beaucoup donné de temps au dialogue interreligieux pour me rendre compte qu'à un moment donné, ça va. Alors maintenant, on se lève et on sort de ces cercles, c'est des cercles des spécialistes qui n'en ont plus besoin, mais qui continuent à le faire, parce que ça donne bonne conscience aussi. Donc, pour ce qui concernait votre situation, est-ce que vous disiez, par rapport à vos enfants, par rapport à oui, je vous ai vu. Par rapport... Écoutez, il n'y a pas de réponse une et unique par rapport à ça. Mais moi, j'ai fait aussi la même démarche à un moment donné, quand je devais partir aux États-Unis et puis que j'avais été freiné, c'était d'aller regarder des écoles un tout petit peu alternatives. Alors, après, bien entendu, c'est des écoles qui sont plus privées, dans lesquelles vous allez devoir payer. Vous n'êtes peut-être pas forcément avec l'école d'État gratuite, donc il peut y avoir un privilège. Mais si à un moment donné, vous voyez dans cette école, moi je connais les systèmes de Montessori, les enseignements ou les méthodes alternatives, c'est extraordinairement intéressant. Et donc si vous pouvez offrir ça à vos enfants pour leur avenir et que vous avez les moyens de le faire et que vous sentez qu'ils seront mieux accompagnés, mieux considérés dans un enseignement qui est beaucoup plus personnalisé au gré de leur dispositif cognitif et de dispositif psychologique, il faut le faire, oui bien sûr. C'est de ce point de vue-là quelque chose qui peut être extraordinairement enrichissant pour l'enfant. Il n'y a pas à être complexé de pouvoir le faire à partir du moment où c'est aussi l'avenir des enfants qui compte. Je pense que beaucoup de ce qui se fait dans ces écoles alternatives devrait être aussi un tout petit peu plus étudié par nous-mêmes, même dans ce qu'on appelle aujourd'hui des projets alternatifs d'écoles islamiques. Une école islamique, ça ne doit pas être une école qui réunit les musulmans. Nous, on s'est trompé. On a fait des écoles islamiques pour musulmans. Donc l'école islamique, c'est pour... Non, une école islamique, d'abord, pour moi, il faut qu'on pense à l'école commune, ensemble. Mais si quelque chose venait à s'appeler de cette façon-là, ce qui doit être spécifiquement référé, c'est la nature des principes, le type d'enseignement, le temps que l'on prend, l'évaluation, l'accompagnement des enfants. Tout ça, c'est capital. Non, nous, on réunit les enfants, puis on les protège de l'environnement. Il faudrait des méthodes alternatives d'ouverture. Moi, je ne conçois pas une école où il n'y aurait pas des enseignants qui soient de toutes les confessions, qu'il y ait des méthodes nouvelles d'enseignement. C'est tellement important, ça. Moi, pendant 7 ans, j'étais professeur de littérature. Et j'ai dit à mes élèves, et jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, j'étais à Genève il y a quelques jours, et je tombe nez à nez avec un élève qui est venu m'écouter à une conférence, je l'avais oublié, ça faisait 19 ans que je l'avais, et qui me dit, je me souviens du cours du statut de victime. Catégorique et radical. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des sujets. Il faut se lever, et il faut faire ce que nous avons à faire. À partir de nos références, à partir de nos valeurs, à partir de notre citoyenneté. Deuxième des éléments, il faut faire ça ensemble. Et c'est ce que je disais, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, le nous, il faut aujourd'hui le vivre. Alors, ce manifeste pour un nouveau nous, c'était de dire,
Et moi, je le disais souvent à Genève, quand je discutais avec l'UDC, il me dit, vous, musulmans, je dis, mais non, parlez-moi comme un Suisse. Nous, les Suisses. Récemment, avec l'ancien ministre d'Alema, qui dit, vous, les musulmans, vous avez un problème. Je dis, non, vous et moi, nous, on a un problème. C'est pas vous, les musulmans, c'est nous. On a un problème, nous. Mais ce nous, c'est qui? C'est vous et moi. Et des fois, je dis, nous, les Européens, ils me regardent, ils disent, vous parlez de qui? Ben, nous. Parce que le problème, c'est pas que l'intégration, elle soit échouée, qu'on ne soit pas dedans, c'est qu'il y en a certains qui ont de la peine à nous intégrer. C'est dans le disque dur, là, il y a un problème. C'est nous. Ce nous qu'il faut constituer ensemble. Et donc, ce nous qu'il faut constituer ensemble, il faut, comme je l'ai dit, être volontaire et l'établir dans un projet qui est, comme je l'ai dit, des mouvements nationaux, ou un mouvement national ici d'initiative locale. Et puis ça veut dire qu'il faut comprendre une chose, que ce nous, il n'est pas simplement du fait de respecter la loi. Vous savez, moi j'ai rencontré, je crois, je faisais le compte l'autre jour, à peu près 28 chefs de gouvernement ou responsables de gouvernement sur le plan intérieur, des ministres ou des premiers ministres ou des présidents. Pratiquement chaque fois que j'en ai rencontré, ils m'ont dit, avec la majorité de nos citoyens de confession musulmane, nous n'avons pas de problème. Ça veut dire qu'ils respectent la loi, qu'il n'y a aucun problème. On n'a pas de problème. Donc c'est une petite minorité ou c'est ceux qui viennent d'arriver. Quand ils me disent ceci, ce qu'il faut que nous on comprenne maintenant, c'est qu'à cette étape-là, ça n'est pas de parler de la laïcité, du respect du droit qui va nous sauver aujourd'hui. Ça, c'est une chose qui est acquise pour la majorité d'entre vous. Beaucoup d'entre vous dans cette salle, ils ont dit, il y en a marre, on ne va pas nous rappeler. Chaque fois qu'on parle de la laïcité, c'est pour stigmatiser. C'est pas ça le principal problème. Mais c'est aujourd'hui, non pas de parler du droit dans une conception de la laïcité qui soit crispée, qui soit sur la défensive, mais le plus important aujourd'hui, c'est de développer un discours sur la nation, sur l'appartenance, le sentiment d'appartenance à une nation ouverte. L'acquis du droit est une chose, le sens de l'appartenance à la nation en est une autre, et ça, c'est aussi important. Et ça vient, et ça se construit par rapport à tout ce que j'ai dit ce soir. Dernier point. Nous avons un grand problème, nous tous. C'est que nous concevons que maintenant nous sommes dans un moment de transition, mais tout ce que j'ai dit ce soir, ça va prendre du temps. Ça demande de l'énergie, ça demande beaucoup d'humilité. Vous savez, intellectuellement, l'humilité, c'est un mot très spirituel, mais c'est un mot très intellectuel. Sans qu'il y ait un vrai discours sur une spiritualité spécifique chez Socrate, par exemple, il a une profonde humilité intellectuelle. L'humilité intellectuelle, c'est « je sais que je ne sais rien ». Et que ça va être difficile aussi de savoir. Donc c'est un long processus. L'humilité intellectuelle comme l'humilité spirituelle, c'est de dire « il faut que j'apprenne à faire peu, mais ce que je peux faire, je le fais bien ». Que le Rabbi disait dans toute la philosophie du colibri, chacun apporte sa graine et essaye de faire quelque chose. Ce qui est dans toutes les traditions, toutes les spiritualités. Fais ce que tu peux. Quand j'étais allé en Indonésie, j'avais vu un jeune, qui était un jeune prédicateur, qui disait, il faut 3 S, et le premier c'est small et straight. Non, maintenant, il faut le faire. Le petit, il faut commencer. Ça va prendre du temps, il faut avoir cette humilité. Mais en même temps, il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir de l'ambition. Cette ambition, c'est qu'on peut y arriver et que moi, ce que je vous dis, vous savez, ça fait maintenant un quart de siècle que je répète avec force, ça marche et ça marchera. Contrairement à toutes les peurs, je vous dis, apaisement, détermination et travail, et ça va marcher. Et je viens 25 ans plus tard, quand je commençais, et je vous dis la même chose, ça marche, mais simplement il faut faire attention à l'illusion d'optique des peurs et continuer dans son engagement. C'est possible. Et il faut être en même temps ambitieux. Humble et ambitieux. C'est un dernier élément, vous l'aurez compris. Il faut être courageux. Le problème que vous avez avec vos politiques, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de courage. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on est dans la quadrature du cercle. Vos politiques aujourd'hui, comme les médias, sont dans le temps court. Les médias, il faut que ça bouge, il faut qu'on ait des informations. Vous savez pourquoi vous avez eu autant de journalistes ce soir ?
Mais ça fait... Moi, j'ai donné des conférences. Toutes les salles sont pleines comme ça, tout le temps. Mais ils ne viennent pas. Il a fallu une controverse. Le temps court, on coupe, on recoupe. Qu'est-ce qu'il dit? Mais sinon, ils ne viennent pas. Très peu. Ou alors, je ne sais pas. Et qu'est-ce qui est rapporté? Et ouais, souvent, je salue, d'ailleurs, je les salue, ceux des DG, de la DGSI. S'il vous plaît, rapportez ce que j'ai dit en haut lieu comme il faut. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans le temps de l'immédiat. Souvent les gens, mais on ne peut pas en vouloir aux journalistes, ils font leur travail. Moi, des fois, quand je regarde ces chaînes en continu là, des fois vous avez pitié pour eux. On me dit, mais les pauvres, il faut qu'ils trouvent un truc à dire chaque heure. Et ça répète, ça répète, ça répète. Alors ils vont prendre le premier qui passe. Qu'est-ce que vous avez vu? Rien? Ben, qu'est-ce que vous avez vu? Dans le rien, il y avait quoi? Le type, il te fait un... Et nous, on est comme des idiots en train de regarder. Le rien qui parle du rien. À répétition. Donc vous avez ça. Et ça, c'est vicieux. Parce que ça entretient aussi. Mais les politiques, eux, ils sont dans le temps court des prochaines élections. Tout ce dont je vous ai parlé, c'est dans le temps long d'une génération, 2 générations. Il faut voir au-delà de 2017. Il faut voir au-delà des... Et nous, en tant que citoyens, il faut se poser dans cela. Quand on vient vers moi, on dit, mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, pendant tout ce temps? Il y a même quelqu'un qui est venu vers moi et il dit, pendant tout ce temps, vous avez parlé d'apaisement, regardez où on en est, c'est un échec. Non, c'est un échec si vous regardez les médias, ce qu'ils en disent, mais regardez sur le terrain. Regardez sur le terrain, ce qui se passe vraiment. Et au-delà des peurs, il y a des vrais mouvements, des vraies dynamiques qui sont en train de réussir. Et on va le réussir ensemble. Et ça, c'est un appel à vous en tant que sujet. Ça veut dire pas de pensée victimaire. Ça veut dire savoir dire non. Et ça veut dire être patient, humble, ambitieux et courageux. Je vous remercie.